Donc Epstein, comme vous le savez, c'était pendant le dernier live, donc de vendredi dernier, où je sais pas si c'était quelques heures avant le live ou même pendant le live, il y a eu 3 millions de documents Epstein qui ont été à nouveau rendus publics, déclassifiés par le département de justice américain. Donc, cette semaine, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à aller fouiller un petit peu là-dedans, d'autant qu'il y a un moteur de recherche qui permet de faire un certain nombre de recherches sur le contenu de tous ces millions de documents, parce que ces millions de documents sont difficiles à exploiter autrement. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a un certain nombre de choses intéressantes qui sont sorties. On peut dire qu'il y a à boire et à manger dedans. Il y a évidemment des choses qui ne présentent pas d'intérêt particulier. Il y a des choses qui peuvent être très mal interprétées, mais vraiment mal interprétées, parce que c'est pas parce qu'on est cité dans le dossier Epstein qu'on est forcément impliqué dans quelconque trafic avec lui, etc. On peut juste être mentionné. L'exemple, vu qu'on va parler de la Russie, l'exemple, c'est que Poutine, il est cité plus de 1000 fois, je crois, dans les fichiers Epstein, mais en gros, un grand nombre de fois. Mais d'aucune manière, il y a un échange soit avec Poutine, soit avec de l'administration russe. Du moins, ça n'a pas été trouvé. Par contre, ce qu'on a trouvé, c'est des personnalités extrêmement influentes, du moins qui ont des postes d'importance, comme l'ancien ambassadeur de la Grande-Bretagne aux États-Unis, un certain Mendelssohn, un certain Mendelssohn, qui a été directement impliqué dans les dossiers Epstein et qui a carrément participé à des soirées, machin et tout. On le voit même en des photos en slip, avec l'ancien ambassadeur de l'Afrique du Sud en France, qui s'est retrouvé suicidé de Norvège. Voilà, ouais. La française de Norvège. Attends, parce que le contenu, ça c'est une chose, et je pense que c'est de ça dont on va parler pendant tout le reste. Moi, j'aimerais juste qu'on revienne 2 minutes, là, puisque tu nous as donné la parole. Maintenant, on la prend, sur la méthode qui a été utilisée, parce que maintenant, on peut y voir clair. Là, ces 3 millions de documents sont l'aboutissement de toute une campagne de comment on peut dire ça ? Alexis, il appelle ça du hameçonnage, Alexis Cossette. Je sais pas s'il y a un mot plus approprié. Mais vous vous souvenez comment ça s'est passé ? Il y a quelques mois, on nous avait dit Trump, les fesses très Trump, il nous disait ces histoires d'Epstein, il y a rien à voir, c'est bon, c'est un hoax des démocrates et tout ça. Et là, d'un coup, d'un seul, là, tous les gens, salaud de Trump, pédophile, déclassifie les dossiers Epstein. T'as oublié Elon Musk. Elon Musk se prend la tête avec Trump et dit Trump, s'il le publie pas, c'est parce qu'il est impliqué dedans. Non, il le traite pas. Justement, c'est très intelligent comment il a fait. Il laisse sous-entendre que Trump, il est partout dans les dossiers, mais il précise pas de quelle façon, tu vois. Mais il dit parce qu'il est partout dans les dossiers, mais comme une des personnes qui a aidé à faire tomber ce réseau. L'idée, c'est comme une personne qu'Epstein n'arrivait pas à choper aussi et qu'il détestait profondément, et qu'il disait Trump déteste aussi profondément Epstein. Donc voilà, c'est dans les dossiers maintenant, c'est officiel. Mais elle a duré longtemps quand même, cette campagne de hameçonnage. Elle a duré plusieurs mois, on est d'accord là-dessus ? Mais elle n'est pas finie. Là où je te parle de jour aujourd'hui, là, 6 février, là dont on parle, on verra un peu ce qui va se passer. Mais il se trouve que la réaction, en tout cas en France, a été, tout le monde ne parle que de ça. Même sur toutes les chaînes, le service public, c'est dans l'air et compagnie, on ne parle que de ça. Et je me demande si, d'après vous, qu'est-ce qui se serait passé si jamais il y a 3 mois, quand cette histoire a commencé, tout le dernier chapitre de cette histoire a commencé, s'il avait dit tiens, voilà les dossiers Epstein. 3 millions de pages, les vidéos, les documents, les machins, les trucs, qu'est-ce qui se serait passé ? Probablement, on aurait eu un attentat ou un truc comme ça. Les médias auraient parlé pendant juste la couverture de l'attentat et les dossiers Epstein, ils seraient passés. Non, ce qui serait passé, c'est que Trump utilise ces dossiers pour des raisons politiques. Il les trafique pour faire tomber l'opposition. Trump est un dictateur. Trump ceci, Trump cela. C'est ça qui serait passé. C'est ça. Sauf que là, c'est les démocrates eux-mêmes qui demandaient la publication. Il fallait donner de la légitimité au dossier Epstein par le biais à ce que le camp d'en face, les démocrates, ils en parlent, que les journalistes à travers le monde en parlent et disent « Oui, Trump, il a trompé avec Epstein, etc. » pour faire monter la sauce anti-Trump. Et du coup, non plus intéresser maintenant seulement une partie de la population, la moitié de la population, par exemple, qui est, on va dire, entre guillemets, pro-Trump.
mais l'ensemble du public, afin qu'ils soient attentifs. Quand 3 millions de fichiers sortent et que les gens, ils attendent, il y en a qui se sont mis à chercher, oui, alors Trump dedans, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et au final, ils s'en rendent compte qu'il n'y a pas Trump, et ils voient des gens même qu'ils ont soutenus, même peut-être des gens pour qui ils ont voté à un moment donné. Ouais. C'est à tout ça que ça servait. C'est pour que soient convaincus ceux qui avaient le blocage mental à l'énonciation du mot. Combattre la dissonance cognitive. Il y a une raison pour laquelle tout ça se passe comme ça. Mais vous savez ce qui est drôle et ce qui est cool, c'est que cette analyse qu'on a là, on n'est pas en train de la faire post-événement. C'est pas genre on a vu ce qui s'est passé, du coup maintenant on comprend que Musk et Trump, ils faisaient un plan. Le jour même où ils se sont pris la tête, c'est exactement cette version-là qu'on avait donnée. Identique, la même, et aujourd'hui elle s'avère vraie. Donc, mais les gars, commençons déjà par la gestion médiatique de... Oui, pardon. Juste pour terminer sur ce truc-là, et là je te rejoins Nico, en fait, enfin tous les deux je vous rejoins. L'argument de Epstein, théorie du complot, qui a été l'argument depuis son arrestation en 2019. Avant c'était inconnu. Ok, c'est-à-dire on n'en parlait même pas dans les médias mainstream. Après, c'était c'est un délire complotiste QAnon, tu vois. Bon tout ce qui s'est passé ces 3 mois ou 6 mois ou je sais pas combien de temps là que de ce dernier chapitre de Trump a fait que cette accusation a perdu toute sa force, puisque les gens les plus mainstream dans le milieu médiatique, dans le milieu politique ou dans le milieu même artistique et compagnie, on dit Epstein, Trump pédophile et compagnie. Et donc maintenant, il est pas question de nous traiter de complotistes. Ils se sont appropriés cette théorie, Ils se sont appropriés. Donc coup d'échec quand même. Coup d'échec avec on a l'habitude quand même. On a l'habitude maintenant. Mais et là, on commence avec quoi? Avec la parade des médias. C'est ça? Avec la réaction qu'ils sont en train d'essayer de mettre là, c'est-à-dire essayer, ceux qui croient encore à la télé, essayer de les faire croire que c'est une ingérence russe. Donc, Epstein, c'est les Russes. C'est les Russes. Ils disent qu'Epstein était un agent russe, en fait. Ils n'apprennent toujours pas. OK? Vous avez ici Slate, qui était un des premiers à avoir sorti cette idée-là, tu vois. Jeffrey Epstein, était-il un espion au service de la Russie? Et tu vois bien comment il sélectionne, il pose des questions pour que si ensuite quelqu'un les attaque légalement, qu'il puisse dire « Ah non, nous on a juste posé une question. » Oui. Sauf que Slate, l'actionnaire principal, c'est Ariane de Rothschild. Si vous regardez sur Slate, ces 2 versions francophones ont toujours aujourd'hui pour principaux actionnaires Ariane de Rothschild et la financière Viveris. Et devinez quoi? Ariane de Rothschild qui est cité. Oui, qui est cité dans les dossiers. Alors, le 10 février 2009, un magazine en ligne homonyme français est lancé, fondé par Jean Blada, ancien directeur du journal Le Monde, Éric Lézère, Johan Blada et Éric Le Boucher, journaliste, et Jacques Attali. Ce sont les cofondateurs. Salut Jacques. Voilà. Donc, et c'est Slate qui partage ça aujourd'hui. C'était pas Slate qui avait fait aussi le truc avec Hillary Clinton, c'est ça? Non, c'était Vice. Slate, non, c'était Vice. Ah, Vice, c'est encore pire. Ouais, bon. Ouais, en même temps, encore pire, non, c'est du même niveau. Donc, c'est les Russes. Slate qui dit c'est les Russes. Et par contre, les gens qui sont derrière Slate, ils ont tout intérêt à donner cette version-là, en fait. Et c'est là où tu vois que les médias, c'est une arme. C'est une arme pour protéger leur image. Sinon, on a le Parisien. Attends. Donc, Slate, qui a été fondé par Ariane de Rothschild, dont on a trouvé les mails d'échange avec Epstein. OK? Justement, concernant, on a évoqué tout à l'heure. T'es sûr que c'est Ariane? Parce que j'avais vu. Écoute, je suis. Parce que tu me poses la question et je m'autorise toujours un doute légitime. Ariane de Rothschild, elle est mentionnée 4511 fois. Donc, elle est dans le ça veut rien dire, mais c'était Attali 11 fois. Madame la baronne. Ok, Attali 11 fois. C'est elle. Pour la petite histoire. Voilà. C'est elle qui échange avec Epstein concernant le fait qu'il faut faire taire Dieudonné. Ah, oui. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Parce qu'il serait comme si... Mais j'ai pas d'image d'elle. J'essaie de trouver une image d'Ariane de Rothschild, mais c'est pas elle vraiment la baronne. Mais bon. Bref.
Mais bon, elle est mentionnée, et puis elle a un média, elle utilise son média pour mettre la pression, et t'as le Parisien qui dit la plus grande opération de chantage de l'histoire, affaire Epstein, la piste russe. Non mais sans déconner. Oui, mais tu vois pas le paradoxe du coup? C'est-à-dire que il l'accuse d'être un agent russe, ok? Ouais. Et dans les dossiers Epstein, donc la femme qui échange avec Epstein, donc du coup qui a une relation après proche et qui discute de stratégie, elle dit, il l'accuse d'être un agent russe, Epstein, a posteriori. Tu vois pas le paradoxe? C'est-à-dire qu'il travaillait pour la Russie, il travaillait pour la Russie et il échangeait avec Ariane de Rothschild, dont le magazine accuse Epstein maintenant d'être un agent russe. C'est là où il est le paradoxe. Ouais. Non, mais c'est un conflit d'intérêts clair, c'est évident. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que quand on disait, nous, je me rappelle, on avait fait une émission assez tôt en 2020. Je ne sais pas si vous étiez encore là, mais vous saviez toutes ces choses-là, parce que Rudy, toi, tu étais déjà dans l'équipe, clairement. Mais c'était où on expliquait le réseau d'Epstein, comment il attirait les gens, le pot de miel, tu sais. Il attirait les gens sur ses îles et ses appartements pour les droguer, les mettre dans des situations, etc., pour ensuite les filmer et utiliser ces images pour moyen de pression, tu vois. Et rien que cette idée-là, à l'époque, c'était comme, mais non, mais ça marche pas comme ça, mais les politiciens, nos politiciens, ils sont trop intelligents de tomber dans des pièges comme ça va pas la tête. Nos élites, si elles sont des élites, c'est qu'il y a une raison, ils sont meilleurs que nous, ils sont supérieurs, ils peuvent pas être aussi cons. Si, ils sont beaucoup plus cons que ce qu'on voulait nous faire croire et que même nous, ce qu'on pensait, parce qu'il faut vraiment c'est pas forcément de la connerie, mais plutôt de la corruption. Ouais. Ils sont cons dans le sens où tu vas dans un pot de miel, tu vois le truc venir de loin, t'es un responsable politique ou quelqu'un d'influent, t'es appelé par quelqu'un de chelou que tout le monde connaît, etc. Ok, garde un œil. C'est peut-être pas de la bêtise, c'est peut-être t'es illusionné par cette impunité, t'es attiré par les choses qui sont faites, et tu te dis tu sais quoi, c'est bon, maintenant je suis un parvenu, j'ai réussi, je vais y aller, je vais me faire plaisir. De toute façon, ça fait des décennies qu'on fait ça et que personne ne se fait attraper, donc on va continuer comme ça. T'as choisi ton camp, quoi. Cancan. Alors, on donne la version de BFM parce que c'était celle qui était la plus choquante sur l'affaire Célérus. Alerte info, une opération d'ingérence russe pour faire croire à une implication de Macron dans l'affaire Epstein détectée par la France, détectée par nos radars super intelligents. Et ils tournaient comme ça, ils ont vu, direction de la Russie, c'était un peu plus fort que direction ailleurs. Attends, il y a un truc marrant dans le truc. Vas-y. Oui. Une opération d'ingérence russe destinée à faire croire à une implication d'Emmanuel Macron dans l'affaire Jeffrey Epstein a été détectée par la France, a appris BFM TV d'une source gouvernementale. C'est ça qui m'a fait marrer. D'une source gouvernementale. C'est le gouvernement qui dit que le gouvernement, en fait, il a rien fait et que c'est la faute des Russes, quoi. C'est vraiment... Les gars, niveau réflexion, franchement, c'est bien. Ça vole pas très haut. Cette attaque informationnelle est liée au réseau russe Storm 1516, une opération opératoire documentée depuis fin 2023 par le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères Viginum. Le même qui avait sorti le rapport Portal Combat, qu'on avait vu que finalement ça avait rien à voir avec la Russie et que tout ça venait des États-Unis, de Biden à l'époque, tu vois. Aussi, avec l'interview de Poutine et le scandale du rapport Viginum, comment ce rapport Viginum a créé quand même beaucoup de problèmes inutiles juste pour cacher les saloperies de Macron, en fait. Et à la fin, on vous donne des détails, on déshabille Viginum et on le met à nu devant vous le plus possible, parce que c'est un service secret, ils sont plus forts que nous normalement, tu vois. Mais même s'ils sont plus forts que nous, on a réussi à avoir leur... quelques détails Donc, si on résume pour les gens qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas envie de se taper 18 heures d'émission complémentaires, on a le complexe industriel de la censure qui a une phase publique dont on a parlé tout à l'heure avec le GTI et les Conspiracy Watch et tout ça, là, ce qu'on a mentionné il y a quoi, la Commission européenne même. Ouais. Et après, on a aussi une face moins publique, orientée service secret, opération, pour arriver à décrédibiliser ou faire exploser de l'intérieur. Tu les mets dans l'ordre d'hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans leur système. Donc, ceux qui tirent les ficelles, c'est les services de renseignement, les services secrets. Okay?
ce sont ceux qui tirent les ficelles. C'est pour ça qu'on parle de Viginum ou le disarme de la SGDSN. Donc, eux, ils tirent les ficelles, mais ils ne peuvent pas tirer directement les ficelles sur les médias qu'ils veulent censurer ou les choses qu'ils créent, parce que sinon, ce ne serait pas des services secrets, ce serait des services apparents, tu vois. Et donc, du coup, ils créent des institutions, alors soit des ONG, soit des institutions étatiques, soit des groupes de réflexion, tu vois, ils créent ces groupes-là pour devenir les mains, pour pouvoir tirer les ficelles. Et du coup, ceux-là, ils sont visibles au public, mais c'est même pas ceux-là qui œuvrent. Ils ont d'autres personnes en dessous, des politiciens ou d'autres institutions, pour que, en fait, ça soit difficile en montant d'arriver jusqu'à chez eux. Tu vois. C'est vraiment, il y a une structure hiérarchique, ils utilisent des ONG pour contrôler les G, les organismes non gouvernementaux pour contrôler des gouvernements. C'est ce qui paraît logique quand tu réfléchis, mais bon.